Il existe des films qui racontent une histoire, et d'autres qui déplacent imperceptiblement notre manière d'habiter le silence. Hamnet, réalisé par Chloé Zhao, appartient à cette seconde catégorie. Ce n'est pas seulement un récit historique situé à la fin du XVIe siècle. Ce n'est pas non plus un simple portrait familial. C'est une œuvre qui interroge une expérience universelle et pourtant toujours singulière, celle de la perte irréparable. Adapté du roman de Maggie O'Farrell, le film prend pour point d'ancrage un événement réel, la mort du fils de William Shakespeare, Hamnet, en 1596, mais choisit de déplacer radicalement la focale. Le centre du récit n'est ni le dramaturge en devenir, ni la naissance d'un chef-d'œuvre théâtral. Le centre, c'est une mère, une maison, une chambre devenue vide, un prénom qui continue de résonner malgré l'absence du corps. Ce choix est fondamental. Il transforme ce qui aurait pu être un biopic en méditation intime sur la mélancolie du deuil. Car Hamnet ne filme pas seulement la mort d'un enfant, il filme ce qui demeure après. Non pas l'instant de la catastrophe, mais l'installation du manque. Non pas le cri, mais le silence qui lui succède. Dès les premières images, Zhao installe une relation très particulière au monde sensible. La caméra s'attarde sur la lumière, sur la texture des étoffes, sur la respiration des arbres. La maison est filmée comme un organisme vivant. Les enfants circulent, rient, s'appellent. Le quotidien n'est pas spectaculaire, il est dense. Et cette densité est essentielle, car lorsque la perte survient, ce n'est pas seulement un individu qui disparaît, c'est toute une texture du réel qui se fissure. La mort de Hamnet n'est pas mise en scène comme un événement dramatique, elle est lente, presque sourde. La peste progresse sans bruit, comme une menace diffuse. L'enfant tente de sauver sa sœur jumelle, cherche de l'aide derrière des portes closes. Mais le cœur de l'œuvre ne réside pas dans cette progression vers la mort, il réside dans l'après. Hamnet devient alors un film sur la survivance. Comment continuer à habiter une maison où chaque objet rappelle un corps absent? Comment respirer dans un monde qui semble intact alors que tout, intérieurement, a basculé? C'est ici que la notion de mélancolie prend tout son sens. Le deuil, dans sa définition classique, suppose un travail. Accepter la perte, détacher progressivement l'énergie affective de l'objet disparu, réinvestir le monde. La mélancolie, elle, s'installe autrement. Elle ne rompt pas le lien, elle maintient une fidélité silencieuse à ce qui n'est plus. Elle transforme l'absence en présence intérieure. Chloé Zhao ne pathologise pas cette mélancolie, elle ne la dramatise pas excessivement. Elle la filme comme une manière d'être au monde. Le personnage d'Agnès, mère d'Hamnet, ne s'effondre pas dans des gestes théâtraux. Elle se retire, elle ralentit, elle habite un temps différent de celui des autres. Là où la nature continue son cycle, où les saisons se succèdent, son intériorité demeure suspendue. Ce décalage temporel est au cœur du film. Le monde poursuit son mouvement. Les herbes repoussent, les marchés rouvrent. Le père repart travailler à Londres. Mais pour Agnès, le temps n'avance plus de la même façon, il ne s'écoule pas. Il s'épaissit, il devient matière. En choisissant une mise en scène contemplative, Zhao transforme le spectateur en témoin d'une lente dérive intérieure. Les silences sont longs, les gestes sont simples, les regards contiennent plus que les dialogues. Hamnet est un film qui exige une écoute attentive. Il ne donne pas d'explications psychologiques appuyées. Il nous place face à la fragilité humaine sans méditation excessive. Une autre dimension essentielle traverse le film, celle de la création. Car si l'histoire est connue, la mort d'Hamnet précède l'écriture de Hamlet. Zhao ne réduit pas cette correspondance à une causalité simpliste. Elle suggère plutôt que la création artistique peut devenir un lieu de métamorphose de la perte. Non pas une réparation, mais un déplacement.
le prénom de l'enfant circule autrement, devient personnage, devient voix, devient mémoire collective. Ainsi, Hamnet se tient à la croisée de 3 expériences: l'intime, le conjugal et l'universel. L'intime dans la douleur d'une mère, le conjugal dans la divergence des manières de survivre, et l'universel dans la question que chacun peut reconnaître: que fait-on de l'amour quand l'objet aimé disparaît? Cette émission se propose d'explorer cette mélancolie du deuil telle que le film la déploie. Nous verrons comment la mise en scène installe une temporalité suspendue, comment le personnage d'Agnès incarne une fidélité douloureuse à l'absent, comment la figure du père introduit une autre forme de réponse à la perte. Enfin, comment la création théâtrale ouvre un espace de transfiguration sans abolir la blessure. Car Hamnet ne nous offre ni consolation facile ni réponse métaphysique rassurante. Il nous confronte à une vérité simple. Aimer, c'est accepter que la perte soit possible. Et perdre, c'est apprendre à continuer d'aimer autrement. Avant même que la mort n'apparaisse à l'écran, Hamnet installe une qualité de présence au monde qui rendra la perte vertigineuse. Chloé Zhao ne commence pas par annoncer la tragédie. Elle commence par donner de l'épaisseur au quotidien. Le deuil n'est jamais aussi violent que lorsqu'il vient frapper un monde pleinement vivant. La maison de Stratford n'est pas un simple décor. Elle est filmée comme un espace organique traversé par des circulations invisibles. La lumière glisse sur les murs, la poussière danse dans l'air, les enfants se croisent dans les escaliers. La caméra épouse ses mouvements sans ostentation, souvent en plan fluide légèrement décentré, comme si elle refusait la frontalité dramatique. Le spectateur n'est pas placé face à un récit, il est immergé dans un milieu. Ce choix esthétique produit un effet philosophique précis. Il rappelle que la vie ordinaire est déjà saturée de sens. Les gestes simples, couper des herbes, laver un linge, partager un repas, acquièrent une valeur presque sacramentelle. Rien n'est spectaculaire, mais tout est dense. La présence des enfants, notamment celle des jumeaux, Hamnet et Judith, est filmée dans leur complicité discrète. Leurs échanges ne sont pas appuyés, ils semblent saisis dans leur spontanéité. Une scène particulièrement significative montre les 2 enfants partageant un moment de jeu silencieux, presque complice. Diao évite les dialogues explicatifs. Elle privilégie les regards, les gestes, les proximités physiques. Cette économie verbale construit une relation affective qui ne passe pas par le discours, mais par la sensation. C'est précisément cette sensation qui sera amputée par la mort. Le film insiste également sur la relation d'Agnès à la nature. Elle cueille, elle observe, elle écoute. Son savoir est intuitif, presque sensoriel. Elle est présentée comme une figure en lien étroit avec les rythmes du vivant. Et ce détail est décisif. La mère n'est pas détachée du monde, elle en est profondément enracinée. La perte viendra donc fissurer non seulement un lien maternel, mais une harmonie cosmique. On peut dire que la première partie du film travaille à construire une ontologie de la présence. Tout est là. Les corps, les voix, les matières. La caméra prend le temps. Or, ce temps accordé à l'avant-perte est déjà une manière de préparer la mélancolie. Car la mélancolie n'est pas seulement le regret de ce qui a été, elle est la conscience aiguë de la densité de ce qui n'est plus. Lorsque la peste commence à circuler, Diao ne modifie pas brutalement sa mise en scène. Elle ne recourt ni à une musique dramatique appuyée, ni à une accélération spectaculaire de montage. Au contraire, elle maintient une certaine continuité formelle. Cette continuité crée un contraste presque insoutenable. Le monde reste visuellement le même, mais il est désormais traversé par une menace invisible. La séquence où Hamnet tente de trouver de l'aide pour sa sœur est exemplaire de cette tension. L'enfant court, frappe aux portes, appelle. Les adultes refusent d'ouvrir,
La peur collective se substitue à la solidarité. La ville devient un espace clos. Pourtant, la caméra demeure relativement distante. Elle ne dramatise pas excessivement le mouvement. Elle laisse au spectateur le temps de mesurer la solitude progressive de l'enfant. Ce choix est profondément mélancolique. La catastrophe n'est pas un événement spectaculaire qui bouleverse le monde. Elle est un glissement presque imperceptible qui transforme le familier en hostile. La maison, le lien de protection, devient le lieu où la mort entre. Lorsque Hamlet s'allonge près de sa sœur malade, acceptant de partager son sort, la scène est filmée avec une sobriété presque insoutenable. Aucun effet mélodramatique, aucun excès de larmes. Le geste est simple, il s'allonge, il reste. C'est un acte d'amour silencieux. Et déjà la mélancolie affleure. Cet amour est condamné à ne plus trouver d'objet. Ainsi, la première grande strate du film ne consiste pas à montrer le deuil, mais à rendre la perte irréversible parce qu'elle était précieuse. Jao construit patiemment un monde habitable pour mieux nous faire éprouver ce que signifie sa fissure. La mélancolie ici ne surgit pas après la mort. Elle est préparée par l'intensité même de la vie. Dans cette maison saturée de gestes simples et de présences vibrantes, la mort ne sera pas un accident isolé. Elle sera une rupture ontologique. Et c'est cette rupture que la partie suivante du film va approfondir. Non plus la perte comme événement, mais l'absence comme condition durable. Si la première partie du film construisait l'épaisseur du monde avant la catastrophe, la seconde explore ce qui demeure après. Non pas un vide abstrait, mais un vide concret, spatial presque tactile. Chloé Zhao ne traite pas l'absence comme une idée, elle la transforme en matière cinématographique. La mort d'Hamnet ne donne pas lieu à une explosion dramatique, elle s'inscrit dans une continuité presque insoutenable. Agnès lave le corps de son fils. La scène est longue, silencieuse, concentrée. Les gestes sont précis, méthodiques. Elle ne hurle pas, elle accomplit un rituel. Cette retenue formelle est importante. La douleur ne passe pas par l'excès, mais par la concentration. La caméra d'ailleurs s'attarde sur les détails. La peau froide, les cheveux encore souples, les mains inertes. Le spectateur est confronté à une réalité physique. Le deuil n'est pas encore une abstraction. Il est confrontation à la matérialité d'un corps qui ne répond plus. Ce moment marque le passage d'une présence vivante à une présence muette. Puis vient la chambre vide. Zhao filme cet espace comme un centre gravitationnel du film. Les objets sont là, le lit, les couvertures, quelques jouets. Rien n'a été déplacé. Pourtant tout a changé. L'absence n'est pas représentée par un plan spectaculaire, mais par la persistance du cadre. Le même lieu, désormais inhabité. Agnès entre dans la chambre et s'assoit. Elle ne fait presque rien. Elle regarde, elle écoute. Cette immobilité est essentielle. Le temps ne progresse plus selon une logique narrative. Il s'épaissit. Le film adopte le rythme intérieur du personnage. Là où le monde extérieur continue, marché, travail, conversation, Agnès demeure suspendue. La mélancolie ici se distingue radicalement du chagrin immédiat. Le chagrin pourrait être une décharge émotionnelle. La mélancolie est une fidélité silencieuse. Agnès ne semble pas chercher à aller mieux. Elle ne cherche pas à combler le vide. Elle habite le manque. Dans plusieurs scènes, elle touche les draps, effleure les objets, écoute les bruits imaginaires. Le film ne montre aucun fantôme. Il ne cède pas au fantastique explicite. Pourtant, Hamnet semble encore circuler dans la maison. Cette présence diffuse n'est pas surnaturelle. Elle est psychique. L'enfant vit désormais dans l'espace intérieur de la mère. La réalisatrice met en œuvre un dispositif très précis. Agnès est souvent filmée de dos, isolée dans le cadre, légèrement décentrée.
Cette composition suggère un décalage entre elle et le monde. Elle n'est plus au centre de l'action, elle est en marge du flux. La mélancolie apparaît ainsi comme un retrait. Cette maison autrefois habitée devient silencieuse. Agnès est littéralement enfermée dans les cadres. Il est important de souligner que ce retrait n'est pas présenté comme une défaillance morale. Le film ne juge pas. Il n'impose pas l'idée qu'il faudrait tourner la page. Au contraire, il reconnaît la légitimité d'un attachement qui ne se résout pas. La chambre n'est pas vidée immédiatement. Les objets ne sont pas rangés, le temps du monde social n'impose pas encore sa loi. Cependant, cette fidélité à l'absent crée une tension avec le reste de la famille. Le père, revenu de Londres, semble éprouver la perte autrement. Il parle peu, il observe, mais il ne demeure pas dans la chambre. Il repart. Cette divergence ne donne pas lieu à un conflit spectaculaire, elle s'installe comme un écart silencieux. La nature continue, les herbes ondulent, le ciel est vaste. Le contraste est frappant, le monde ne porte aucune trace visible de la mort de l'enfant. La mélancolie naît aussi de cette indifférence cosmique. Le vivant poursuit son cycle, et pourtant, pour Agnès qui a perdu son fils, tout est irrévocablement altéré. Le film nous place alors face à une question philosophique majeure. Comment concilier la permanence du monde avec la singularité irréductible d'une perte ? La mort d'Hamnet n'a pas interrompu le cours de la nature, elle a interrompu une relation, et c'est cette interruption que la mélancolie ne cesse de rejouer. En refusant les effets mélodramatiques, Diao permet au spectateur d'entrer dans une expérience plus subtile. Nous ne sommes pas invités à pleurer par contagion émotionnelle, nous sommes invités à ressentir le poids du temps. Les silences deviennent signifiants, les espaces vides deviennent éloquents. La chambre vide n'est pas seulement un lieu, elle est une figure. Elle incarne la condition mélancolique. Vivre au milieu des traces, continuer à marcher dans des pièces où chaque objet rappelle ce qui n'est plus. Habiter une maison qui n'est plus tout à fait la même. À ce stade du film, la mélancolie s'est installée comme atmosphère. Elle n'est plus un épisode, elle est un état. Et c'est dans cet état que va apparaître une autre possibilité, celle d'un déplacement de la perte vers la création. Non pas pour la nier, mais pour la transformer. Après l'installation de la mélancolie dans la figure d'Agnès, le film introduit un autre mouvement, plus discret mais décisif, celui du père. Non pas pour opposer brutalement deux psychologies, mais pour explorer deux manières de survivre à l'irréparable. William Shakespeare, tel que le film le représente, n'est ni héroïsé ni condamné. Il est absent au moment de la mort. Cette absence factuelle devient un élément symbolique puissant. Il n'a pas accompagné le dernier souffle. Il n'a pas partagé l'ultime regard. Il revient trop tard. Ce décalage temporel produit un décalage affectif. Lorsque le père rentre à Stratford et apprend la mort de son fils, le film ne lui accorde pas de grandes scènes cathartiques. Il reste contenu. La caméra observe ses silences, ses gestes retenus. Il traverse la maison comme un étranger. L'espace familier semble déjà transformé. La chambre vide est là, mais il ne s'y attarde pas de la même manière qu'Agnès. C'est ici que s'installe une tension profondément humaine. Le deuil n'est jamais partagé de manière identique. Deux êtres peuvent aimer le même enfant et pourtant ne pas habiter la perte de la même façon. Agnès demeure dans la chambre, dans les objets, dans la répétition silencieuse du manque. Shakespeare semble chercher un déplacement. Il repart à Londres. Ce départ n'est pas filmé comme une fuite spectaculaire, il est presque banal. Pourtant, il marque une ligne de fracture. Là où Agnès s'enracine dans l'espace du souvenir, lui s'éloigne, non pour oublier mais pour transformer. La divergence ne se traduit pas par un conflit ouvert. Il n'y a pas d'accusation violente, pas de reproches criés. Le film préfère l'intime, un regard qui ne se soutient pas,
un silence prolongé à table, une distance physique subtile. La maison devient le lieu d'une cohabitation mélancolique, où chacun porte la perte à sa manière. Philosophiquement, cette différence est essentielle. Agnès incarne une fidélité directe à l'absent. Shakespeare inaugure une fidélité médiatisée. Il ne demeure pas dans la chambre, il transporte la perte ailleurs. Le film suggère progressivement que cette perte va se déposer dans l'écriture. La correspondance entre Hamnet et Hamlet n'est pas traitée comme une anecdote historique simpliste, mais comme un déplacement symbolique. Le prénom devient personnage. L'enfant singulier devient figure tragique universelle. Il serait sans doute trop facile d'interpréter ce mouvement comme une sublimation héroïque. Jiao ne tombe pas dans cette glorification. Le père n'est pas montré comme celui qui fait quelque chose pendant que la mère reste figée. Au contraire, le film laisse planer une ambiguïté. Cette transformation artistique est-elle une manière d'habiter la douleur ou une manière de la contourner ? Dans une scène marquante, Agnès observe son mari sans parvenir à entrer dans son monde. Elle perçoit qu'il s'éloigne, non physiquement seulement, mais intérieurement. Leur amour n'est pas nié, mais il est traversé par une incompréhension silencieuse. Ils ne parlent pas le même langage du deuil. Ce point est capital. La mélancolie n'est pas seulement une expérience individuelle, elle peut devenir un facteur d'isolement au sein même du couple. Chacun se retrouve seul face à sa manière de survivre. La perte, paradoxalement, ne rapproche pas nécessairement. Elle peut séparer. Le film ne distribue pas les rôles du juste et du faux. Il montre la pluralité des réponses humaines face à l'irréparable. Certains restent dans le lieu de la mémoire. D'autres déplacent la mémoire dans un autre espace symbolique. Ces deux mouvements sont légitimes, mais ils ne coïncident pas. Cette tension prépare la scène décisive qui viendra plus tard, celle où Agnès se rendra à Londres pour voir la pièce. Là, les deux modalités du deuil, la fidélité silencieuse et la transfiguration artistique, entreront enfin en contact. La mélancolie n'est plus seulement atmosphère, elle est devenue fracture. Fracture intime, fracture conjugale, fracture du temps. Mais elle n'est pas stérile, quelque chose se prépare. Non pas une guérison, mais une métamorphose possible. C'est cette métamorphose que la partie suivante va interroger. Que devient la perte lorsqu'elle passe par l'art ? L'œuvre peut-elle accueillir ce que la vie a arraché ? Lorsqu'Agnès quitte Stratford pour se rendre à Londres, le film opère un déplacement décisif. Jusqu'alors, le deuil était inscrit dans la maison, dans la chambre, dans les paysages familiers. Désormais, il entre dans un autre espace, celui du théâtre. Ce déplacement spatial correspond à un déplacement symbolique. La perte ne demeure plus uniquement dans le silence domestique, elle s'expose sur scène. L'arrivée d'Agnès à Londres est filmée avec une certaine étrangeté. La ville est dense, bruyante, traversée par des flux humains. Elle contraste avec la lenteur rurale de Stratford. Agnès avance comme une figure décalée, presque étrangère à cet univers. Elle pénètre dans le théâtre sans appartenir pleinement à ce monde. Lorsque la représentation commence, le film adopte un dispositif subtil. Jiao ne filme pas la pièce comme un spectacle flamboyant, elle privilégie le regard d'Agnès. C'est son visage qui devient le centre du cadre. Elle écoute, elle observe, elle reconnaît. Le prénom résonne autrement. Hamnet est devenu Hamlet. L'enfant singulier s'est métamorphosé en figure tragique. Ce glissement phonétique, historiquement documenté, prend ici une dimension existentielle. Ce qui était intime devient public, ce qui était privé devient langage universel. Il ne s'agit pas seulement d'un hommage paternel. La pièce ne restitue pas l'enfant tel qu'il était. Elle ne le reconstitue pas. Elle invente un autre être, traversé par la question de la mort, de la filiation, de la trahison, de la mémoire. Le fils disparu devient personnage, c'est-à-dire structure dramatique.
La scène clé est celle où Agnès comprend, sans explication verbale, que son fils vit autrement dans cette œuvre. Le film ne propose pas de réconciliation, il ne montre pas un sourire de consolation, ce qui apparaît sur son visage est plus complexe. Un mélange de reconnaissance, de douleur persistante et d'étonnement. Ce moment est très important pour comprendre la position philosophique du film. L'art ne guérit pas la blessure, il ne remplace pas l'enfant, il ne restitue pas le corps, mais il offre une autre modalité de présence. Il inscrit la perte dans une mémoire collective. La mélancolie change alors de texture. Elle ne disparaît pas, mais elle cesse d'être strictement intérieure. Elle circule, elle devient partageable. Les spectateurs de la pièce pleurent Hamlet, sans connaître Hamlet. Pourtant, quelque chose de l'enfant perdu traverse leurs émotions. On pourrait parler ici de transfiguration plutôt que de consolation. La perte n'est pas annulée, elle est déplacée dans un espace symbolique où elle peut être regardée, pensée, rejouée. Le théâtre devient un lieu où la douleur se transforme en forme. Le film insiste d'ailleurs sur le caractère charnel du théâtre élisabétain. Les voix, les corps, la proximité des acteurs et du public. La représentation n'est pas abstraite, elle est incarnée. Cela rappelle que la création artistique n'est pas un pur exercice intellectuel. Elle est une pratique vivante, presque corporelle. Dans ce contexte, la figure du père se redéfinit. Elle n'est plus simplement celui qui est parti. Il devient celui qui a trouvé une voie pour déposer la perte, non pas pour la fuir, mais pour lui donner une forme transmissible. Cependant, le film ne simplifie pas la relation conjugale. Agnès ne se convertit pas soudainement à la logique de l'art. Elle ne renonce pas à sa mélancolie intime. Elle constate simplement qu'une autre existence de son fils est possible, une existence fragile, indirecte, mais réelle. Ce constat ouvre une réflexion plus large. Peut-on survivre à une perte en la transformant en œuvre? L'art est-il un tombeau, un monument ou un organisme vivant? Hamnet semble répondre que l'œuvre est une seconde naissance, mais une naissance paradoxale. Elle ne rend pas à la vie ce qui a été perdu, elle fait advenir autre chose à partir de la perte. Dans cette scène londonienne, le film atteint une dimension universelle. Il ne parle plus seulement d'un enfant mort au XVIe siècle, il parle de ce que l'humanité fait de ses blessures. Certaines restent silencieuses, d'autres deviennent récits, poèmes, tragédies. La mélancolie d'Agnès ne disparaît pas à la fin de la représentation, mais elle n'est plus seule, elle s'inscrit dans une chaîne de transmission. Hamnet ne vit plus dans une chambre fermée, il circule désormais dans les mots, dans les voix, dans la mémoire des spectateurs. Ainsi, le film ne propose pas une résolution mais une ouverture. La perte peut engendrer une forme, non pas une réparation, mais une création. Et c'est peut-être dans cette tension entre l'irréparable et le transmissible que se joue le cœur philosophique de l'œuvre. Après la scène du théâtre, le film ne s'achève pas sur une apothéose dramatique. Il ne cherche ni la résolution spectaculaire, ni la catharsis définitive. Il laisse subsister quelque chose d'inaccompli, de fragile, presque d'inconsolable. Et c'est précisément dans cette retenue que se révèle la portée philosophique. Hamnet ne raconte pas seulement l'histoire d'un deuil particulier, il interroge la structure même de notre condition. Car aimer, c'est toujours s'exposer à la perte. Toute relation est par essence fragile. La mort de l'enfant ne fait que rendre visible ce qui en réalité traverse toute existence, la possibilité de l'irréversible. Dans les dernières séquences, Jiao revient à des images de nature. Les herbes ondulent sous le vent, la lumière traverse les branches. Les saisons semblent reprendre leur cycle. Le monde, en réalité, continue. Et cette continuité n'est pas consolatrice, elle est indifférente. La nature n'a pas de mémoire, elle ne suspend pas son mouvement pour une douleur humaine. C'est ici que la mélancolie prend un sens ontologique.
Elle n'est pas seulement la trace d'un événement passé, elle est la marque de notre décalage avec la pure cyclicité du vivant. Les humains ne vivent pas seulement dans le présent biologique, ils vivent dans la mémoire. Ils portent les absents en eux. Agnès ne redevient pas celle qu'elle était avant. Elle ne guérit pas. Le film ne propose aucune réconciliation naïve. Ce qui apparaît en revanche, c'est une transformation du rapport au manque. La perte cesse d'être uniquement une plaie ouverte. Elle devient une dimension intégrée de l'existence. Et cette intégration n'est ni héroïque ni spectaculaire. Elle se manifeste dans des gestes minuscules. Continuer à marcher, à respirer, à regarder le paysage. La mélancolie ne disparaît pas. Elle devient une tonalité de fond. Elle colore la relation au monde sans la détruire entièrement. La relation entre Agnès et Shakespeare, elle aussi, se reconfigure. Leurs manières de survivre ne se confondent pas, mais elles cessent d'être strictement opposées. Il n'y a pas de fusion, mais reconnaissance mutuelle d'une même blessure traversée différemment. Le film suggère alors une idée. Il n'existe pas une seule manière juste de faire son deuil. Certains resteront dans la fidélité silencieuse à l'absent. D'autres transformeront la perte en œuvre. Ces réponses ne s'annulent pas, elles coexistent. Au fond, Hamnet propose une vision profondément humaine de la mélancolie. Elle n'est pas une pathologie à éradiquer, ni un romantisme glorifié. Elle est une expérience de profondeur. Elle rappelle que ce qui a été aimé ne peut être effacé sans mutiler une part de soi. Philosophiquement, on pourrait dire que le film refuse deux illusions opposées, l'illusion de la consolation totale et l'illusion de la destruction totale. La perte ne se résout pas, mais elle ne détruit pas absolument. Elle transforme. Dans cette perspective, la création artistique apparaît non comme un remède, mais comme un geste humain parmi d'autres, pour habiter l'irréversible. Le théâtre ne restitue pas l'enfant, il donne forme à l'absence, et cette forme permet une transmission. La mélancolie du deuil, telle que Diao la filme, devient alors une manière de continuer à aimer, non plus dans la présence immédiate du corps, mais dans la persistance d'un lien intérieur. L'amour ne s'éteint pas avec la mort, il change de modalité. C'est peut-être cela au fond ce que dit Hamnet. La perte ne met pas fin à la relation, elle la déplace, elle la rend invisible, mais non inexistante. Elle oblige à inventer d'autres formes de fidélité. En refermant le film, il ne reste ni apaisement simple, ni désespoir radical. Il reste une sensation plus subtile, celle d'avoir traversé une expérience humaine sans filtre, sans emphase, avec lenteur et respect. Hamnet ne cherche pas à expliquer la mort. Il montre ce que signifie continuer à vivre avec elle. Et cette proposition, silencieuse mais tenace, constitue peut-être l'une des méditations les plus justes sur la mélancolie du deuil que le cinéma contemporain est offerte. Si la création théâtrale a permis à la perte de circuler dans un espace symbolique plus vaste, le film n'abandonne jamais la dimension charnelle du deuil. C'est même l'un de ses gestes les plus puissants. Rappeler que la mélancolie n'est pas une abstraction psychologique mais une expérience corporelle. Dès les premières scènes après la mort, le corps d'Agnès change. Sa posture se ferme légèrement, ses mouvements ralentissent. Elle ne s'effondre pas, elle se contracte. Le deuil s'inscrit dans la manière même de sa présence. Diao filme ce ralentissement avec une grande précision. Les gestes prennent plus de temps, les regards s'attardent, les silences s'allongent. Le corps devient le lieu où la perte continue d'agir. La maison elle-même semble absorber cette transformation. Les espaces paraissent plus vastes, presque disproportionnés. Les cadres laissent davantage d'air autour d'Agnès, comme si le monde s'était élargi après la disparition d'un être. Ce vide spatial est le prolongement du vide affectif. Le deuil n'est pas seulement intérieur, il modifie la perception de l'environnement. Un détail revient à plusieurs reprises. Le toucher. Agnès touche les murs, les tissus, les herbes, comme pour vérifier la réalité du monde. Ce geste n'est pas anodin.
Face à l'irréversible, le corps cherche un ancrage. Il cherche une continuité sensible qui puisse compenser la rupture. Le film suggère ainsi que la mélancolie n'est pas une pure pensée triste. Elle est une tentative de maintenir une relation à travers la sensation. Cette dimension corporelle est également visible dans la manière dont le théâtre est filmé. Les acteurs respirent, transpirent, projettent leur voix. La scène n'est pas un espace désincarné, elle est traversée par des corps vivants. En transformant Hamnet en Hamlet, le père ne fait pas disparaître la chair, il la redouble autrement. Le fils mort trouve une seconde existence dans d'autres corps. Ce jeu entre absence et incarnation est au cœur du film. La perte n'abolit pas totalement la présence, elle la rend diffuse, déplacée, fragmentaire. Le cinéma de Jiao insiste sur ces fragments. Un souffle, une mèche de cheveux, un vêtement suspendu. Ces détails deviennent des reliques. Ils témoignent d'une existence passée sans la restituer. La mélancolie apparaît alors comme une fidélité aux traces. Ce qui demeure n'est pas l'être lui-même, mais les marques qu'il a laissées. Et ces marques ne sont pas seulement matérielles, elles sont affectives. Elles modifient durablement la manière d'habiter le monde. Philosophiquement, cela conduit à une réflexion sur la survivance. Survivre ne signifie pas simplement continuer à vivre biologiquement après la mort d'un proche. Survivre, c'est apprendre à vivre avec une absence qui continue d'agir. Le film montre que cette survivance est ambivalente. Elle est douloureuse, mais elle est aussi la preuve que l'amour persiste. La dernière image, du moins sa tonalité finale, ne propose ni oubli ni effacement. Elle suggère une coexistence. La vie reprend, mais elle n'est plus identique. Elle est traversée par une mémoire qui ne disparaîtra pas. Ainsi, la mélancolie du deuil, telle que Hamnet la déploie, ne conduit pas à la paralysie définitive. Elle ouvre une forme d'approfondissement. Le monde n'est plus naïvement lumineux. Il est traversé par la conscience de la perte. Mais cette conscience n'empêche pas le mouvement, elle l'accompagne. Le film nous laisse alors avec une question silencieuse. Que faisons-nous des traces de ceux que nous avons aimés? Les effaçons-nous pour alléger notre marche, ou les portons-nous comme une part constitutive de notre identité? Hamnet semble répondre que nous sommes faits de ces traces, que la mélancolie n'est pas une faiblesse, mais une mémoire incarnée, et qu'en acceptant de vivre avec elle, nous ne trahissons pas l'absent, nous prolongeons autrement la relation.